Alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis extrêmement touché de l'invitation de venir à Alger partager avec vous notre expérience. Et cette historique, en fait, il remonte à des années 2005-2006, quand, avec le professeur Chachoua et feu professeur Boussala à Tlemcen, nous avons entrepris une étude sur une affection génétique rare liée à un gène qui s'appelle TULP1, et qui nous a emmenés dans le wilaya de Tlemcen à l'époque. Et c'est vrai que c'était une collaboration scientifique qui avait été mise sur pied et qui a donné lieu à une publication une année après, en décrivant une très grande famille consanguine du wilaya de Tlemcen, du village de Tagma, exactement. Voilà, ensuite, ça s'est enchaîné avec une collaboration clinique initiée par le professeur Artani, que je remercie infiniment pour ces mots d'introduction. Et ça s'est concrétisé avec la venue à Lausanne des premiers malades accompagnés par Saïd Yayaoui. Ici quelques photos avec Saïd, qui est devenu un ami au fil des années, et le voilà accompagnant d'ailleurs les premiers enfants à Lausanne entre 2010 et 2012. Puis ça s'est prolongé avec une collaboration avec le professeur Houadj. Ce que je voulais encore juste mentionner, c'est que le professeur Terrahi a aussi était en collaboration, puisqu'elle nous a adressé des collaborateurs pour des formations à Lausanne. Voilà, ça c'était pour l'historique de mes relations avec l'Algérie. Ça c'est juste pour vous montrer quel est le profil des consultations rétinoblastomes à Lausanne entre 1970 à la Suisse, c'est 70 pour vous, et 2023. Vous voyez que on a commencé l'activité d'oncologie pédiatrique à Lausanne dans les années 70 avec quelques cas par année. À droite, vous avez l'échelle du nombre de nouveaux cas par année, et à droite, l'échelle en rouge, c'est le nombre de narcoses et d'interventions sous narcose par année pour les enfants de rétinoblastome. Et j'ai juste mis ici quelques dates clés qui correspondent au changement de prise en charge. Mais plus intéressant peut-être est de voir que si vous voulez, la courbe a véritablement décollé à Lausanne en termes de nouveaux cas par année et d'examens pratiqués au bloc opératoire lorsque la collaboration a été établie avec Madame Artani et les patients qui ont été référés. Vous voyez qu'il y a tout à coup un saut dans le nombre de cas référés à Lausanne. Ça s'est poursuivi ensuite par la suite, mais c'est vrai que cette contribution des patients à notre expérience à Lausanne a été critique, je dirais, dans les développements qu'on a pu faire pour cette maladie. Vous allez voir ça tout à l'heure. Ça, c'est juste pour montrer les différentes nationalités qui viennent se faire traiter à Lausanne. Alors, l'Algérie, bien sûr, y est, mais en fait, au total, on a 75 nationalités différentes qui viennent à Lausanne de tous les continents, avec une moitié d'Européens, un petit 10% de Suisses, parce qu'on traite quand même les Suisses, et puis sinon ça se partage avec les autres origines. Maintenant, ce que je vais vous décrire aujourd'hui, parce que Saïd m'a donné un petit profil de ce que je devais aussi, le type de conférence, je vais commencer avec des choses assez, je dirais, basiques, qui donnent la clé d'interprétation et de compréhension pour les stratégies thérapeutiques qui ont dû être développées par la suite. Donc, pour ceux qui sont intéressés à il n'y a pas besoin de tellement prendre de notes, puisque si vous prenez cet article qui est relativement récent, c'est un article de 70 pages, plus de 600 références, etc., tout y est. Tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui, pratiquement y est. Et ça, c'est juste la référence pour ceux qui sont intéressés à aller plus en détail, si vous voulez, sur le sujet. Maintenant, je vous donne juste un très bref aperçu de ce dont on va parler aujourd'hui,
un petit rappel historique. La génétique, bien entendu, mais ça, on ne va pas insister. L'identification de la cellule d'origine du rétinoblastome, l'épidémiologie, la sémiologie, le diagnostic différentiel, l'histoire naturelle de la maladie, qui est très bien récapitulée par les classifications en usage actuellement, les types de croissance du rétinoblastome, vous verrez pourquoi c'est tellement important de savoir les reconnaître, les propriétés tout à fait singulières de cette tumeur, qui est de faire un essaimage. Vous verrez qu'en fait, ce n'est pas un, c'est plusieurs essaimages différents. Les modes de métastatisation de la maladie. Et ensuite, on fera peut-être une toute petite pause avant d'aborder la thérapie pour elle-même. Une petite pause dans le sens que peut-être vous pourrez poser peut-être des questions si vous en avez avant qu'on attaque le sujet vraiment du traitement. Et on finira avec juste les future trends, parce qu'évidemment, tout ça est dynamique. Et ça ne s'arrête évidemment pas là, c'est juste une photographie en 2024 de ce qui se passe dans ce domaine. Très rapidement, la première description médicale, je dis bien médicale, d'un rétinoblastome remonte, on a une date assez précise, le 5 avril 1597. Ça se passe en Hollande, dans cet auditoire, où on voit Pavius, qui était un anatomiste hollandais, qui dissèque en public. À l'époque, les dissections se faisaient en public. Vous voyez que même les chiens étaient admis. Et il dissèque le cadavre d'un petit garçon. Il décrit en réalité un enfant de 2 ans et 9 mois qui a des tumeurs bilatérales et visiblement des métastases du diploé. Mais remarquez que l'année de publication, vous voyez l'année de publication, elle est 1657. Et en réalité, j'ai découvert une publication antérieure à cette publication qui est classiquement citée comme la première. Il y a une publication médicale antérieure à celle de Pavius. Et de manière intéressante, cette publication, je dirais le patient zéro clinique, là c'était une autopsie pour le cas de Pavius, mais un patient clinique, elle est décrite par Fabricius Hildanus, qui reçoit d'ailleurs, pour la petite histoire, sa licence de chirurgien barbier robe longue à Lausanne. C'est quand même intéressant. Et il était d'ailleurs en contact lui-même, parce qu'il avait été visiter Pavius. J'ai retrouvé cette correspondance à la bibliothèque des bourgeois de Berne, entre Pavius et Fabricius Hildanus, qui était devenu le médecin de la ville de Berne, le chirurgien de la ville de Berne. Et il décrit dans cette observation clinique, publiée en 1646, donc 11 ans avant la publication de Pavius, il décrit l'histoire d'une petite fille de 2 ans, qui était la fille du pasteur d'un petit village bernois et qui est décédée 3 mois plus tard, avec une date de décès. Je me suis ensuite attaché à essayer de retrouver les traces de cet enfant, et figurez-vous que j'ai réussi à identifier par les archives paroissiales de l'église réformée du canton de Berne, j'ai réussi à retrouver son nom, son prénom, sa date de naissance et la date de son baptême. Mais ça, c'est une autre affaire. À 400 ans d'intervalle, on a réussi à le faire. Mais les descriptions du rétinoblastome remontent évidemment, sont certainement antérieures. Il n'y a pas de raison que cette tumeur soit apparue dans l'histoire de l'humanité seulement au XVIe siècle, au XVIIe siècle. Et là, on a un ex-voto trouvé à Kos, sur l'île d'Hippocrate, période hellénistique, 300 ans à peu près avant Jésus-Christ, qui pourrait bien donner le diagnostic rétrospectif de rétinoblastome. Et on a encore des témoignages plus anciens, ici une sculpture en pierre de la civilisation maya, 2000 ans avant Jésus-Christ,
avec peut-être une métastase du ganglion sentinelle. Voilà pour l'histoire. Maintenant, le rétinoblastome, c'est donc bien un cancer développemental. C'est pour ça qu'il doit être aussi ancien que l'humanité elle-même, alors que vous savez très bien que les cancers de l'âge adulte ne sont apparus que plus tard. Il fallait des survies supérieures à 30 ans, et c'est seulement récemment dans l'histoire de l'humanité que les cancers acquis ont pu être observés. Les cancers développementaux sont par définition des cancers d'un organe immature en développement, donc ils ont dû exister de tout temps. Et les deux sites rétinoblastomes pour cancer développemental de la rétine, les deux sites anatomiques où on a des rétines, c'est bien entendu l'œil droit et l'œil gauche, mais vous savez que nous avons un troisième œil avec un tissu qui ressemble à de la rétine, c'est la glande épiphysaire, la glande pinéale, qui contient ce tissu qui ressemble à de la rétine. Ici, j'ai mis comme illustration une épiphyse de reptile. Donc, de façon logique, cette tumeur peut se développer dans les deux yeux, mais aussi dans le troisième œil, donnant naissance à ce trilatéral, ce rétinoblastome trilatéral. Sur le plan, on a deux formes essentiellement observables du rétinoblastome, la forme dite héritable, et qui a un âge moyen au diagnostic de 12 mois, qui se réfère à une mutation prézygotique du gène causal, et qui est essentiellement bilatérale, mais vous voyez qu'il y a quand même 15% de cas unilatéraux. Maintenant, juste pour préciser, la majorité des cas héritables sont sporadiques, et une petite minorité sont familiaux, simplement parce qu'il y a toujours un nouveau cas, il faut bien un fondateur pour la forme héréditaire, mais la majorité des fondateurs apparaissent sans histoire familiale, donc sont sporadiques, jusqu'à ce qu'un enfant naisse de l'union d'un tel patient, s'il le transmet. Puis à l'opposé, vous avez la forme non héréditaire, qui a un âge moyen diagnostique de 24 mois, où les mutations sont somatiques, donc c'est la maladie d'une seule cellule de la rétine, et où la maladie est systématiquement unilatérale, unifocale, et toujours sporadique. Toujours, par définition, sporadique. Entre deux, il y a une espèce de zone grise, que j'ai indiquée ici, conditionnellement héritable, pour autant, c'est les formes mosaïques, pour autant que la mosaïque touche la lignée germinale. D'accord ? Sur le plan des gènes, on va dire la forme héritable, c'est 100% de maladies génétiques liées au gène RB1, des mutations RB1. Et puis, dans la forme non héréditaire, c'est aussi le gène RB1, mais somatiquement muté, qui est incriminé, mais pas dans 100% des cas. Dans 97, je traduis 97, 97% des cas. On a 3% des cas qui sont liés à d'autres gènes, et dont un est l'amplification du gène MYC, qui donne d'ailleurs naissance à des rétinoblastomes très particuliers, très jeunes, des enfants très jeunes de moins de 6 mois, extrêmement agressifs. C'est déjà des yeux qui sont, disons, condamnés, une forme explosive liée à l'amplification de MYC. Le gène RB, je ne reviens pas là-dessus, c'est vrai que c'est toujours intéressant de penser que c'est une maladie super rare, comme le rétinoblastome, qui a permis d'identifier le premier gène, le premier anti-oncogène humain jamais identifié, qui est le gène RB, qui contrôle le point de restriction R, où la cellule décide d'amplifier son ADN ou pas. Après, il y a eu toute une série d'autres anti-oncogènes, donc une découverte majeure en fait pour l'oncologie, grâce au rétinoblastome. Maintenant, donc tout ça pour dire que voilà, quand on a la forme héritable du rétinoblastome, en fait, on a affaire à une véritable prédisposition au cancer. D'abord, évidemment, des yeux, de l'épiphyse, mais aussi d'autres cancers, malheureusement. Il peut arriver, dans la forme héréditaire, que se développent des tumeurs de l'os, par exemple, ou de la peau, comme le mélanome, et également, plus tard dans la vie,
des carcinomes. Quelle est la cellule d'origine du rétinoblastome? Ça a été très longtemps un débat et une polémique entre les tenants d'un précurseur, on va dire, de photorécepteurs ou plus général de cellules rétiniennes. Alors, quelle cellule? Puisqu'on a 7 types cellulaires dans une rétine différente. Quelle est la cellule d'origine? Alors, c'est clair que l'histologie nous incitait, disons, nous menait vers une hypothèse que, vu la présence de rosettes et même de fleurettes dans certains cas, nous indiquait peut-être une origine d'un photorécepteur. Mais enfin, on en a 4 différents de photorécepteurs. Lequel? Et c'est finalement avec cette publication parue dans Cell, vous voyez, il n'y a pas si longtemps que ça quand même, 2009, que la polémique a pris fin et qu'on a pu identifier finalement, et c'est maintenant tout à fait confirmé, que la cellule d'origine du rétinoblastome est la cellule qui nous permet de voir la vie en couleur. C'est le précurseur rouge-vert des cônes. Et pourquoi diable, c'est cette cellule qui est touchée, et pourquoi d'ailleurs aussi nous ne trouvons de rétinoblastome dans aucun être vivant du règne animal, même pas chez les singes, nos plus proches cousins, il n'y a pas d'exemple de rétinoblastome dans le règne animal. C'est une maladie qui est strictement, rigoureusement humaine. En fait, la clé de l'explication est la suivante, c'est que le cône, le précurseur du cône rouge-vert, est une cellule qui a on va dire, un profil transcriptomique tout à fait particulier, parce qu'il surexprime, alors que les autres, par exemple, vous faites la même analyse des précurseurs de cône rouge-vert chez la souris ou chez le singe, etc. C'est seulement chez l'homme que cette cellule surexprime le gène MDM2 que vous voyez ici. Et ce gène MDM2 a la propriété... Oh merde, pardon. Voilà, je me suis trompé le bouton. Voilà. Ce gène M2M2, qui est surexprimé dans la cellule précurseur de cône rouge-vert, eh bien, elle inhibe le gène P53. Et donc, la voie naturelle qui mène à l'apoptose, donc on a affaire à une cellule, le cône rouge-vert, le précurseur rouge-vert du cône, est une cellule qui est résistante à l'apoptose. Donc ça la prédispose, c'est une cellule extrêmement labile, fragile du point de vue de la transformation maligne. Il suffit de très peu de choses pour qu'elle bascule dans une immortalisation, d'accord? Parce qu'elle est résistante à l'apoptose. La transformation maligne, l'immortalisation d'une cellule, c'est toujours une balance entre l'apoptose et la prolifération des cellules, d'accord? Voilà, la fréquence. On sait tous que c'est une maladie rare. Mais si vous prenez, c'est 1 sur 15 000 naissances, voilà. Et ça, c'est à travers toute la planète, toutes les latitudes, longitudes, tout ce que vous voulez, c'est toujours la même chose. Maintenant, si vous prenez par classe d'âge, évidemment, on aura des incidences un petit peu différentes. Si on prend les cancers néonataux, effectivement, c'est une proportion plus élevée que si on analyse les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans, où c'est plus que 3%. Mais, chose intéressante, c'est quand même la tumeur oculaire, intraoculaire, la plus fréquente de toutes les tumeurs intraoculaires. Vous me direz, et le mélanome là-dedans? On en voit quand même plus de mélanome que de rétinoblastome. Ben oui, c'est normal, puisque sous nos latitudes à nous, on a des gens qui ont une espérance de vie de 70, 80 ans, et par conséquent, ils ont le temps de développer un mélanome. Mais rappelez-vous que la population mondiale, elle est dominée par les pays en voie de développement qui ont une natalité élevée et une mortalité, par contre, aussi, une espérance de vie limitée. Ça, c'est juste pour donner un profil de l'incidence mondiale de la maladie. On voit qu'on arrive à peu près à une espèce de plateau et que ça va gentiment diminuer. Ça a déjà diminué en Europe, mais ça va continuer les prédictions nous disent que ça va continuer à augmenter en Afrique. Voilà, c'est juste pour vous montrer ici une étude qui a été faite par Tero Kivela qui montrait que
En fait, il y a plus de rétinoblastomes dans le monde par année que de mélanomes de l'UV. Les signes cardinaux, les signes d'appel de cette maladie, il faut se dire et se rappeler et le répéter qu'on a affaire ici à un immense privilège, si j'ose dire, avec cette maladie, c'est que c'est le seul cancer pédiatrique qui se présente avec des signes reconnaissables. Le seul. Donc ça donne une chance incroyable de le détecter dans les temps, avant qu'il ne soit trop tard pour la vie de l'enfant, avant qu'il ne soit trop tard pour sauver les yeux et voire même la vision. C'est le seul. Et voilà les signes principaux. Alors, revenons sur la leucocorie, c'est l'œil de chat amaurotique. Vous voyez bien cette lueur, ce reflet blanc pupillaire, qui est très important à se rappeler, c'est que c'est un signe fugitif, transitoire. Il dépend de beaucoup de choses. Il dépend de la dilatation de la pupille, évidemment. Si vous éclairez l'œil avec une lampe de poche pour voir, eh bien vous constrictez la pupille et vous vous privez d'observer le signe. Et il dépend de la direction du regard. Au départ, en tout cas, c'est le cas. Et c'est simplement lié au fait qu'il faut aligner la tumeur avec la fovea de l'observateur à travers la pupille. Et c'est seulement quand il regarde dans la direction où la tumeur se situe, ici, dans le cas précis, une tumeur nasale, vous voyez, sur son œil gauche, que la leucocorie est visible. Dès qu'il regarde dans une autre direction, le signe disparaît. Et c'est souvent, ça explique la méprise, parfois, de certains collègues qui n'observent pas ce que la maman leur dit pourtant. Il faut toujours croire les mamans. Si elles ont vu une chose pareille, il faut dilater, c'est clair. L'autre chose, c'est le strabisme. Alors, on est bien d'accord qu'un enfant qui louche, c'est banal. Mais là, on parle de quelque chose de très particulier. On parle d'un œil, c'est toujours le même qui est dévié. Et ça n'est pas normal. Et c'est un signe qui est causé par un rétinoblastome jusqu'à la preuve du contraire. On dilate un enfant qui a un strabisme monoculaire, ça c'est clair. Après, il y a tous les signes atypiques, inflammatoires et signes, on va dire, hémorragiques. Tout signe atypique est aussi un rétinoblastome jusqu'à ce qu'on ait regardé le fond d'œil. Voilà. J'ai vu trop souvent des cas référés pour une buphtalmie ou comme ça, qui avaient été opérés pour un glaucome congénital, alors que s'ils avaient regardé le fond d'œil, ils auraient trouvé que la buphtalmie en question était causée par un rétinoblastome. Et une fois que vous avez ouvert l'œil, l'enfant est à risque de faire des métastases. Je donnerai encore ce dernier signe clinique, qui est aussi, alors cette fois, pathognomonique, c'est le syndrome 13q-, lorsque la bande Q14 du long bras du chromosome 13 est délétée. C'est relativement rare, 5% de tous les cas, mais vous avez ce faciès, et ils se ressemblent tous. Ils peuvent être asiatiques, caucasiens ou autres, ils se ressemblent tous, ils ont ce long philtrum, etc., ces caractéristiques qu'on reconnaît du premier coup d'œil quand on a l'habitude. Voilà, on peut aussi faire un diagnostic prénatal sans aucun symptôme. Vous avez l'histoire familiale, vous suivez la grossesse, et vous avez ici, par exemple, le diagnostic d'une tumeur au pôle postérieur fait à la 33e semaine de gestation, et on a refait l'examen une dizaine de jours plus tard, et vous voyez que la tumeur a pratiquement doublé dans ce laps de temps. Ça permet de provoquer un accouchement à la 36e, 37e semaine, et de s'occuper de l'enfant et de traiter la tumeur avant qu'elle ait pu se développer encore jusqu'à la 40e semaine. Donc on arrive à intervenir plus précocement. Donc, pour résumer tout ça, les signes inauguraux du rétinoblastome sont une chance extraordinaire de pouvoir sauver une vie et de pouvoir sauver les yeux et la vision d'un enfant. Le diagnostic différentiel, on ne va pas faire un cours là-dessus, c'est très vaste. Voilà, donc la première cause de leucocorie, on va dire que c'est la persistance du vitré primaire, la maladie de Coates. Je ne vais pas trop insister là-dessus, sauf
pour dire que des fois, on a vraiment une difficulté de faire le diagnostic différentiel. Je prends par exemple cet exemple, où vous avez ce fameux nodule fovéal qui peut atteindre 2 mm de saillie, qui est parfaitement circulaire, vous voyez. On a un profil parfaitement circulaire et qui caractérise le stade 2B2 de la classification de la maladie de Coates et qui peut mimer un rétinoblastome de groupe B. On va voir la classification tout de suite après. À l'autre extrême, dans les cas avancés, vous voyez ici un décollement de rétine. Eh bien, à gauche, c'est un rétinoblastome, à droite, c'est une maladie de Coates. Et quand on atteint le stade 3, voire le stade 4 du Coates, eh bien, ça mime un groupe D exophytique de rétinoblastome. Ici, vous avez encore une autre forme de diagnostic différentiel, où vous avez à droite un rétinoblastome et à gauche, on va dire, une forme exophytique d'une tumeur, et qui avait dans l'œil adelphe des petites tumeurs. Ici, à l'OCT, il y en avait 2 de ces tumeurs dans l'œil adelphe, l'œil gauche. Et donc, quand on a fait l'OCT, on a pu faire le diagnostic différentiel puisque le profil de la tumeur était une tumeur des couches internes de la rétine, donc des astrocytomes, et pas un rétinoblastome qu'on aurait dû normalement trouver à l'intérieur de la rétine, dans les couches plus profondes. Et donc cet enfant a pu échapper à une chimiothérapie et être d'emblée énucléé de son œil droit, et les autres tumeurs sont simplement observées. Et il s'agissait à l'histopathologie d'un retinal giant cell astrocytoma dans le cadre d'une maladie de Bourneville. Voilà. Ensuite, vous avez le médulloépithéliome, bien entendu, en général chez des enfants un peu plus âgés. Et puis, il y a l'ostéome, encore l'ostéome qui peut être diagnostiqué aussi des fois tôt dans la vie. Maintenant, venons-en à la classification. C'est assez important d'avoir ça dans la tête. Donc, on a des classifications dites A, B, C, D, E. Ça, c'est la classification historique de Lynn Murphy à Los Angeles, la International Intraocular Retinoblastoma Classification, IIRC, qui pour moi est la classification de référence. Vous verrez pourquoi je vous dis ça. Et là, on a qui récapitule finalement l'histoire naturelle de la maladie avec une tumeur qui démarre dans la rétine, qui grandit et qui commence à disséminer à l'intérieur de l'œil. Et c'est d'abord localisé, ici avec une rupture de la limitante interne de la rétine et de la hyaloïde qui finit par passer dans le corps vitré et l'envahir entièrement au stade D, D pour diffus, c'est mnémotechnique, et ensuite vous avez potentiellement une évolution vers le E, si par exemple vous avez une invasion de l'humeur aqueuse. Ici, dans la forme exophytique, c'est la même chose, mais c'est la rétine qui se soulève, qui est donc contaminée, le liquide sous-rétinien est contaminé par des cellules tumorales, et ça devient aussi diffus quand la rétine se décolle complètement. Et c'est là le piège. Le piège, c'est qu'il y a 3 classifications ABCD concurrentes dans la littérature. Donc, s'il vous plaît, quand vous regardez un article rétinoblastome, regardez quelle est la classification utilisée. Pourquoi? Parce que si vous utilisez la classification de Shields, de Philadelphie, vous voyez que les cas, en fait, E, en fait, il ne correspond pas à des E dans les classifications alternatives, et la classification originale en particulier. Et donc, on sait que le E de Philadelphie, la moitié des E de Philadelphie, c'est des D dans la classification de Murphy. Voilà. Mais c'est important parce que sinon vous êtes complètement confus. Vous dites, ah ben, ils arrivent à sauver des E, etc. Ben, c'était des D en réalité. OK? Voilà. Maintenant, j'insiste aussi, ça c'est pour les jeunes, la sémiologie du rétinoblastome. C'est un diagnostic du premier coup d'œil. Et il y a plusieurs variantes. Alors, dites-vous bien
Le rétinoblastome, c'est le seul cancer pédiatrique. C'est le seul. Il n'y en a pas d'autre. Où le diagnostic se fait sans pathologie. On n'a pas besoin de la pathologie. On en a besoin quand on est nucléaire pour savoir s'il y a des facteurs de risque et on est bien heureux d'avoir les pathologues qui nous aident. Mais pour le diagnostic initial, non. Il n'y a pas d'examen pathologique nécessaire. Et d'où l'importance de bien reconnaître les formes différentes qu'il peut prendre. Parce que c'est piégeux. Vous allez voir. Alors, on va commencer par la forme classique. Hein, c'est 92% des cas. Voilà, mais il y a les cas qui sortent de l'ordinaire et qu'il faut savoir reconnaître aussi. Les variantes de croissance qui sont le rétinoblastome infiltratif diffus et le antérieur diffus. Vous verrez que c'est assez particulier, le cavitaire. Et puis, il y a la forme bénigne qu'il ne faut pas oublier, le rétinome, rétinocytome. Commençons par la forme classique exophytique, tout le monde a vu ça. Hein. La tumeur pousse en direction de la paroi, décolle la rétine, et ça finit par des décollements qui peuvent être partiels, comme ici, il n'y a plus qu'un petit cadran qui est appliqué, ou un décollement total, bulleux, qui vient se plaquer contre le cristallin. Et vous notez, en parenthèse, que quand on a ces bulles avec des angles droits, c'est qu'on a une vitrectomie spontanée totale. Il n'y a plus de vitrée dans cet œil. C'est un décollement avec une rétine qui est au contact de la rétine, de la cristalloïde postérieure. La forme endophytique, à l'inverse, pousse en direction du corps vitré, rapidement fait une solution de continuité dans la limitante interne, et alors ici, c'est encore recouvert, vous voyez, mais ici, il y a déjà une rupture, et ça commence, voilà, l'essaimage qui commence dans le corps vitré. Et vous avez la forme diffuse infiltrative. Alors là, j'ai fait la photo, c'est un patient qui avait été opéré pour soi-disant une vitrite, et le chirurgien, en entrant dans l'œil, découvre ceci. Mais en fait, c'était bien plus grave que ça, parce que la tumeur, elle descendait jusqu'au nerf optique, elle passait pas très loin de la fovea, vous voyez, dans cette coupe-là, et la tumeur, elle s'arrête là. Une tumeur transparente, qui pousse, qui n'est ni exophytique, ni endophytique, qui pousse dans le plan des couches internes de la rétine. Et puis, vous avez encore cette variante tout à fait particulière, où vous n'avez, à la limite, même pas de lésion, même pas de tumeur dans la rétine. On verra comment on explique ça tout à l'heure. On peut avoir, donc le 2/3 des cas du antérieur diffus, il n'y a pas de maladie rétinienne, ni vitréenne. Il n'y a qu'une maladie, une tumeur, un rétinoblastome dans l'humeur aqueuse. On verra comment on explique ça tout à l'heure. Et puis il y a la forme cavitaire, où vous avez ces grandes cavités à l'échographie. Il faut juste la connaître parce qu'elles sont typiquement, elles répondent d'une manière atypique au traitement. Vous avez ici avant le traitement et à droite après le traitement. Vous voyez que seulement la partie non kystique se réduit. Et alors on peut croire qu'il y a une résistance. Non, en réalité, la partie kystique n'est en général pas active. Et puis vous avez les rétinomes ou rétinocytomes, des formes totalement bénignes de la maladie. Ici, c'est le cas à droite, c'est la maman d'un enfant qui avait un rétinoblastome bilatéral. Elle n'avait jamais rien eu elle-même, jamais eu de problème oculaire. Certes, elle avait une amblyopie de cet œil, mais bon, jamais personne n'avait fait le fond d'œil. Et vous voyez que visiblement, cette maman ici, elle avait développé à un moment donné de son enfance un rétinoblastome agressif. On peut même dire qu'il devait être exophytique à l'époque, puisqu'on a une ligne de démarcation d'un décollement ancien, vous voyez, on peut le suivre. Tout s'est remis à plat. Il y a eu une régression spontanée, y compris d'ailleurs de l'essaimage sous la rétine,
et voilà, elle n'a jamais été inquiétée par cette maladie. À gauche, vous avez la découverte chez un adulte, aussi fortuite, parce qu'il a une vision parfaitement normale, d'une tumeur spontanément régressée. Et vous voyez que j'ai fait une petite coupe ici dans le vitré, et on voit que cette tumeur avait, à un moment donné, elle avait essaimé dans le vitré. Mais tout s'est réglé de soi-même. Donc, une forme ici de régression spontanée. Maintenant, il faut savoir que cette forme de la maladie peut faire une transformation secondaire. Un rétinome peut se transformer en rétinoblastome, et c'est le cas de cette femme qui avait 34 ans, où on voit la base de la tumeur. La base de la tumeur ici, qui est bénigne, et elle a un clone malin qui prend avec plein de nœuds vaisseaux. Vous voyez, l'angiographie nous montre bien que c'est une tumeur très active néovasculaire, une transformation maligne de ce rétinome. 5% de risque sur une espérance de vie normale. Donc, c'est des patients à suivre. On les suit chaque année, simplement par acquis de conscience. Et sûr qu'ils ne font pas ce problème. Maintenant, j'en viens au phénomène qui est pratiquement unique au rétinoblastome, qu'on appelle l'essaimage. L'essaimage, en réalité, il peut se faire dans 4 compartiments différents. Vous avez, et ça témoigne en fait d'une propriété extraordinaire du rétinoblastome, de se comporter comme une tumeur solide quand elle est intrarétinienne, une tumeur liquide quand c'est sous-rétinien ou dans l'humeur aqueuse, ou semi-solide, un peu visqueuse, quand c'est dans le vitré. Vous voyez, il y a juste une petite finesse, c'est que très, très tôt dans le développement de la maladie, dans le cours de la maladie, le vitré se détache. Je ne connais pas d'enfant pratiquement où, même au diagnostic, le vitré ne s'est pas détaché. Donc vous pouvez avoir un essaimage qui est confiné à l'espace, à ce ménisque de liquide sous la hyaloïde qui est décollée, avec un vitré intact. Dans ces cas-là, toutes les cides, toutes les sphères, tout l'essaimage est dans le même plan. Vous faites une photo, vous avez toutes les cides qui sont nettes d'un coup. Quand c'est dans le vitré, évidemment, vous pouvez faire une focalisation n'importe où. Et il y a 3 formes de seeding. Donc, dans chacun des 4 compartiments que je vous ai indiqués, le seeding peut prendre la forme d'une expansion cellulaire purement, qui va se traduire avec le temps pour les cellules qui survivent dans le milieu du vitré par la croissance clonale de sphères, ou la 3e forme, c'est quand, si vous voulez, la rupture amène à un déversement du contenu tumoral dans le compartiment voisin. Voilà, c'est ce qu'on appelle un cloud, une forme massive, on va dire, massive d'essaimage. Et ça, c'est l'équivalent à l'OCT de la forme DUST. Ici, vous voyez des petites cellules qui se déposent à la surface de la rétine lorsqu'elles commencent à proliférer. Et puis ça, c'est dans le vitré, une masse qui croît en apesanteur. Donc typiquement, elle fait des sphères et elle a ce caractère comme vous le voyez. Maintenant, je finis avec, avant qu'on fasse, on peut juste faire une mini pause pour si vous avez des questions à ce stade-là, avant de prendre le traitement. 3 modes de métastatisation, et c'est relativement important aussi pour la suite, parce que ça va impacter la stratégie qu'on va adopter pour les traitements. Vous avez d'abord l'invasion de structures vasculaires de l'œil, qui peuvent être soit la choroïde, soit le canal de Schlemm, et qui vont amener à des métastases hématogènes. D'accord ? Et puis vous avez, si la tumeur traverse la paroi de l'œil, la sclère, vous avez à ce moment-là une invasion orbitaire qui peut, elle, se drainer par les lymphatiques orbitaires et avoir des métastases lymphatiques. Et finalement, le plus grave, c'est lorsque la lame criblée est dépassée, que la tumeur progresse soit dans le nerf optique
jusqu'à la tranche de section, ce qui est vraiment le plus grave, ou finit par aussi envahir l'espace périneural. Voilà, maintenant on va aborder la partie thérapeutique. On va dire que c'est le plus gros morceau, parce que c'est finalement le plus intéressant. Et voilà, donc les 4 buts sont de sauver bien sûr la vie, l'œil ou les yeux, la vision dans la mesure du possible, et de maintenir une qualité de vie correcte. Donc, on veut un enfant qui vit avec une bonne vision et pas trop d'effets secondaires, tous les traitements qu'on lui a donnés. Donc, si je reprends historiquement ce qui s'est passé, c'est qu'après une phase hippocratique, où en fait on avait assimilé le rétinoblastome à un trop-plein d'atrabile, c'est les théories humorales de l'époque, hippocratique, où on faisait des purges, c'est pas des saignées, mais des purges et des ventouses, etc. On a pu, au milieu du 19e siècle, avec l'introduction de l'anesthésie, commencer à sauver des enfants qui ont commencé à survivre, ils mouraient tous jusque-là, avec l'énucléation. Et on entre là dans une phase purement chirurgicale. Les enfants qui avaient 2 yeux atteints, ils perdaient les 2 yeux et ils survivaient, mais c'était la seule manière de traiter ces enfants à l'époque. En 1903, ou 1904 plutôt, Hillgartner découvre la radiosensibilité du rétinoblastome et on entre dans une phase dite radio-oncologique où l'œil le plus atteint était quand même énucléé, on l'enlevait, et puis l'œil moins atteint, soit on lui donnait une radiothérapie, soit c'était des toutes petites tumeurs, et puis on arrivait à les traiter avec des moyens focaux, comme la photocoagulation, la cryothérapie introduite par Linkoff, et puis évidemment la curithérapie qui est aussi apparue à ce moment-là. Et tout ça nous mène à la description de ce qui se passait en réalité quand on traitait ces enfants. On l'a vécu, ça, moi je l'ai vécu. C'est un enfant qui arrivait, il restait au minimum 6 semaines à Lausanne, c'était la durée de la radiothérapie, 5 jours sur 7, il était endormi tous les matins, et il avait 25 narcoses, et il était mis dans un sarcophage avec un masque, endormi bien entendu, intubé, et vous voyez qu'il y avait une ventouse qui descendait ici depuis ce bras pour immobiliser l'œil dans la position azimutale, et ensuite avec une collimation, faire une épargne du cristallin, sinon évidemment on finissait avec une cataracte dans les mois qui suivaient, et les choses étaient compromises. Le problème de ces radiothérapies, c'est qu'elles ont introduit ce genre de problème. Alors bien sûr qu'on détruisait la tumeur, mais plus l'enfant était jeune aussi, plus les effets indésirables étaient graves, avec des hypoplasies du massif médio-facial, d'autant plus grave que l'enfant était jeune au moment de l'irradiation, bien entendu, mais plus grave, une mortalité, pas seulement une morbidité, une mortalité liée au fait que ces enfants avec la forme germinale, la forme héréditaire, avaient une sensibilité à la transformation maligne, notamment de l'os dans le lit de l'irradiation. Ici, vous avez un cas d'ostéosarcome d'un enfant qui est décédé de cette maladie, de cette complication. Donc, on est entré à partir de 1996, on est entré dans une nouvelle phase où la radiothérapie est laissée de côté parce qu'elle pose trop de problèmes. Elle finit par tuer le patient qu'on veut sauver. Et on entre dans cette ère chimiothérapeutique. Et là, on est en plein dedans. Et on va aller un peu dans les détails. Et c'est Judith Kingston qui a été une des pionnières de cette phase-là. Alors, pour le premier objectif, qui est la vie, la survie de l'enfant, on est d'accord. Le rétinoblastome, c'est déjà un très bon élève dans l'oncologie, vous êtes d'accord? Et il a d'ailleurs toujours été un des meilleurs du point de vue de la survie. Mais voilà, on en arrive maintenant à la survie intraoculaire. Quels sont les critères pour dire on va traiter conservativement, donc on ne va pas enlever l'œil, on va le traiter conservativement.
Alors, je reprends la classification ABCD, vous voyez, avec l'endophytique en haut, l'exophytique en haut, l'endophytique en bas, et on va délimiter les périmètres où un traitement conservateur est acceptable. Ça ne peut pas dire qu'il faut le faire nécessairement, parce qu'on peut avoir des groupes D où il faut mieux les énucléer, parce qu'on s'engage sur un terrain trop risqué à vouloir, par exemple, pour des gens qui ne vont peut-être pas revenir ou on ne pourra pas assurer le suivi, etc. Il vaut mieux l'enlever. Mais voilà, en gros, le périmètre pour le traitement conservateur A à D. Ça veut dire que quand on reste à l'intérieur de ces périmètres-là, en fait, on respecte ce que j'ai appelé la période, l'état de grâce métastatique, où en principe, quand on intervient à ce niveau-là, l'enfant ne fait pas de métastase, à moins qu'il y ait ensuite une récidive et puis qu'il pose des problèmes. Mais si on traite légué artis en groupe A à D, en principe, l'enfant ne va pas mourir de métastase. On va pouvoir le sauver, pas nécessairement sauver l'œil, parce qu'il y a des récidives, il y a des échecs, des énucléations secondaires, mais on peut en tout cas raisonnablement proposer, dans la plupart des cas, une stratégie thérapeutique. C'est une autre affaire. C'est pour énucléation. Énucléation. Alors, l'œil, on est en danger, là. Il y a un danger de métastase. Là, de se lancer dans le traitement conservateur d'un Murphy, pas Philadelphie, on est d'accord, ok? Et bien là, on a un petit problème de conscience parce qu'on va engager quand même un risque vital, potentiel. Donc, on a vu conservateur, non conservateur, et on va juste voir, voilà, donc, on a passé en 2000, autour des années 2000, 1996-2000, on a quitté progressivement la radiothérapie externe pour introduire cette chimiothérapie intraveineuse, IVC pour chimiothérapie intraveineuse. Alors typiquement, qu'est-ce qu'on faisait, et qu'on fait toujours, c'est qu'on fait un certain nombre d'infusions d'un certain régime, avec vincristine, pas vincristine, enfin bref, c'est à différentes écoles, mais en tout cas à la base, en général, c'est carbo et toposide. Et pour le faire, comme c'est des petits enfants, on doit mettre une porte d'entrée, insérer chirurgicalement une porte d'entrée veineuse pour pratiquer la chimio. Le but de la chimio ici n'est pas de détruire la tumeur. La chimio, on le sait, ne détruit pas la tumeur. Elle va réduire, on appelle ça une chimioréduction, elle va réduire son volume. Elle va réduire son volume en la faisant quitter le contact avec le nerf optique. Vous voyez, ici, on a maintenant une zone de sécurité. Et elle va aussi libérer la fovea. Et à ce moment-là, on peut commencer un traitement focal. Si vous le faites à ce stade-là, vous détruisez aussi le potentiel visuel résiduel de cet œil. Et donc, le but, c'est de réduire et de finir, de continuer le traitement avec des traitements focaux. Vous allez mettre tout ce que vous avez à disposition pour détruire le tissu résiduel une fois que la tumeur a réduit son volume sous chimio. Vous allez utiliser l'hyperthermie, la photocoagulation. C'est quoi la différence? Vous le savez bien. La coagulation, c'est des températures au-dessus de la température qui dénature les protéines, coagulation, et on est en dessus de 70 degrés, enfin 70 degrés. Et si vous faites une hyperthermie, vous êtes en deçà. Vous ne dénaturez pas les protéines, vous chauffez gentiment, 45, 50 degrés. Cryo, c'est le contraire, on est à moins 80. Et évidemment, les curithérapies. Alors là, voilà comment se pratique l'hyperthermie. Donc vous avez le laser qui arrive ici, qui est orienté sous contrôle microscopique à travers un dispositif de Goldman pour focaliser le laser sur l'apex tumoral. Tenez-vous bien, ce sont des lasers, c'est un adaptateur qui permet d'avoir des diamètres de 800 à 2000 microns. Donc c'est des gros spots de laser diode, c'est du laser infrarouge. Alors vous avez typiquement ici un cas, l'autre œil avait été énucléé, donc c'est un œil unique, 2 tumeurs, vous les voyez bien. Malheureusement, elle touche le nerf, d'une part, et d'autre part, la fovea, elle est prise là. Donc,
vous faites 2 chimios. Là, en 2 chimios, c'était réglé. Et ensuite, vous faites le laser, l'hyperthermie. Et l'avantage, c'est que vous avez une cicatrice qui est beaucoup plus petite que le diamètre de la base de la tumeur originale. Et en plus, vous arrivez à sauver la fovea. Pour les petites tumeurs périphériques, jusqu'à 1,5 mm, on peut faire un laser diode, donc transscléral. Vous amenez votre rayon directeur jusqu'à ce qu'il soit sous la tumeur. Vous faites le flash, vous délivrez votre dose de votre énergie et vous vous retirez après. Et voilà l'œdème, évidemment, qui résulte de votre intervention. Et après, une jolie petite cicatrice. Donc l'avantage par rapport à la cryo qui est réservée à des tumeurs plus grandes, c'est que vous avez des cicatrices beaucoup plus petites. Donc vous êtes plus respectueux de la rétine saine. Et puis évidemment la brachythérapie, vous avez différents isotopes. Et typiquement, actuellement, c'est le ruthénium qui est préféré. Là, une tumeur où on a d'emblée traité par plaque, où vous voyez la plaque est indentée pendant l'opération pour s'assurer du centrage, du bon centrage de la tumeur. Voilà. Donc, voilà ce qu'on obtenait comme résultat à partir du moment où on a quitté la radiothérapie et on est entré dans la chimiothérapie plus traitement focal. Voilà les résultats qu'on avait à Lausanne. Ça, c'est avant 2008. Pourquoi 2008? Parce que 2008, c'est la césure où on va entrer dans une nouvelle ère chimiothérapeutique, où on quitte la systémique pour aller dans le in situ, dans la chimiothérapie, on va dire, oculaire, spécifiquement oculaire, et même segmentaire dans l'œil. Vous allez voir ça. Et on avait un excellent taux de survie oculaire, vous voyez, pour les groupes A, B, C. Mais quand on arrivait au D, soit que la tumeur avait envahi la rétine décollée, soit qu'elle avait envahi le vitré, soit les deux, eh bien, on était nettement moins bon. On avait moins de 60% de survie oculaire. Et ça, c'est lié, il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir et expliquer l'échec. L'échec, il est simplement lié au fait que vous avez affaire à des cellules qui flottent de manière, disons, diffuse dans l'œil, sans aucun apport vasculaire propre, donc il n'y a pas de vaisseau, on est dans le vitré, on est sous la rétine, et pour obtenir des doses qui seraient tumoricides, il faudrait aller beaucoup plus haut, parce que c'est juste inatteignable autrement. Et en plus, qui dit cellules sans apport vasculaire propre, dit cellules hypoxiques, et vous savez très bien, en oncologie, quand on a de l'hypoxie, eh ben on est résistant. On est résistant à tout, y compris aux rayons. Et d'ailleurs, on savait très bien que quand on irradiait ces cas, à l'époque, on donnait quand même une chance d'irradier, eh ben, on avait moins de 50% de succès. Donc l'idée est arrivée de dire, OK, avec la chimio intraveineuse, on n'a pas les bonnes concentrations pour ces cas-là, il faut qu'on amène une dose plus élevée. Et c'est la notion de la IAC, donc chimiothérapie intra-artérielle, où vous allez délivrer le médicament directement dans l'artère ophtalmique de l'œil que vous avez de l'œil atteint. Et ça, c'est le travail, c'est des bons amis, c'est pour ça que je suis sur la photo, mais j'ai rien à faire avec, sinon que c'est des amis. C'est Akihiro Kaneko, un grand nom de l'oncologie oculaire, qui a été méconnu, malheureusement, il vit toujours, mais je trouve que son œuvre est méconnue. C'est peut-être le problème de la langue et de la diffusion des publications. C'est le pionnier, c'est le pionnier. Nous, quand on commençait en Europe et partout ailleurs, on commençait l'intraveineux, lui, il était déjà à l'intra-artériel. Donc, c'est pour dire. Et puis, ensuite, la technique qu'il a décrite a été améliorée, on va dire, affinée, et un peu plus sophistiquée par David Abramson, que vous voyez ici. Et ça, c'est sa fameuse publication de 2008. C'est pour ça qu'il y a une césure dans l'historique de la maladie et des traitements à partir de 2008. Alors là, je vais voir si ça part. Non, c'est pas parti. La vidéo marchait, mais vous pouvez la faire partir?
Voilà, c'est parti. Non? Voilà. Donc, c'est classique. On entre par l'artère fémorale avec un cathéter qui guide le microcathéter qui lui fait 450 ou plus microns de diamètre, qui est positionné, comme vous le voyez, exactement à l'ostium de l'artère ophtalmique et qui permet de délivrer ensuite, par pulsion, la dose désirée, qui est une dose qui tuerait l'enfant si on la donnait par la voie veineuse, mais qui, au niveau de l'œil, permet d'avoir un effet, une efficacité, alors absolument remarquable, comme vous allez le voir dans les résultats que voici. Donc 2 ans après sa publication Princeps, où il décrit la technique, Abramson publie ce papier en 2012, en fait 4 ans après, mais avec 2 ans de recul en moyenne. Vous voyez, il est à 2 ans de recul pour l'observation, et il décrit spécifiquement ses résultats dans la forme d'essaimage sous-rétinien versus essaimage vitréen. Son papier est vraiment fait pour qu'on puisse disséquer, si je peux dire, l'efficacité en fonction de la localisation de l'essaimage. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand on a l'essaimage sous-rétinien, on a une amélioration remarquable, c'est un saut remarquable d'efficacité, alors que quand l'essaimage est dans le vitré, malheureusement, on est dans la courbe, on n'est pas mieux que ce qu'on faisait à l'époque, quand on traitait avec l'intraveineux et le traitement focal. Donc, pourquoi? C'est toujours la même chose. C'est un problème. Alors, si je résume ici avec mes 3 essaimages, je suis efficace pour la tumeur primaire avec l'intra-artériel, je suis efficace pour l'essaimage sous-rétinien, mais les 3 autres types d'essaimage, ça ne marche pas. C'est résistant à l'intra-artériel. Et la raison, elle est très simple. C'est de la pharmacocinétique pure. Et ça, c'est les travaux de Paula Szajkiewicz en Argentine, à Buenos Aires, qui l'a démontré sur l'animal, où en fait, quand on infuse le melphalan, en l'occurrence, dans l'artère c'est sur le cochon, on l'infuse dans l'artère et on mesure la cinétique dans le corps vitré. Vous voyez qu'on n'arrive même pas à la dose d'efficacité 50%, la IC50. Donc on a de nouveau un problème de dose à délivrer qui n'arrive pas au bon niveau dans ce compartiment-là. D'où l'idée d'aller mettre le médicament in loco dolenti, c'est-à-dire directement dans le vitré. Mais là, alors là, on se heurte à un problème. On se heurte à un problème parce que on viole une règle absolue qu'on nous a toujours enseignée, c'est qu'on crée une porte de sortie pour la tumeur à partir du moment où on va planter une aiguille dans un œil. Et c'est clair que c'est quelque chose qui n'est pas tolérable. Donc on viole cet état de grâce métastatique avec une telle approche. Et elle est liée en fait au mécanisme suivant, c'est au moment où vous mettez votre aiguille et que vous la retirez, tous ceux qui font des injections pour la DMLA, etc., voient très très bien que s'ils le font au microscope, ils voient l'aiguille, quand on retire l'aiguille, il y a du vitré qui suit l'aiguille et qui va s'incarcérer dans le point de passage, dans la pars plana. Et puis, encore pire que ça, vous pouvez avoir une tumeur qui commence vous avez un reflux, vous avez tous observé le reflux quand on injecte. Il y a une petite bulle quand on retire l'aiguille. Donc il y a un reflux et donc vous avez potentiellement ce liquide qui reflue est contaminé par des cellules tumorales et maintenant vous avez des cellules de l'autre côté. Alors, et d'ailleurs, voilà, ça c'est le problème. Et de nouveau, là, cette chimiothérapie intravitréenne, là j'ai été visiter Akihiro Kaneko au Japon, à Tokyo, et lui,
de nouveau, c'est le pionnier. C'est lui qui est le premier a eu l'idée de faire ça. Le problème qu'il a eu et pourquoi ça ne s'est pas diffusé à l'époque, c'est qu'il ne prenait pas de précautions par rapport à ces deux risques, qui sont des risques péropératoires ou de croissance post-opératoire. Et il y a eu des morts. Dans son papier, il décrit qu'il y a eu des métastases, des cas qui ont fait des métastases. Donc notre contribution, elle a été finalement de sécuriser ce geste. Et on a commencé d'abord par s'assurer que si on entrait, qu'il n'y avait pas de groupe E, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de cellules dans la chambre antérieure ou même dans la chambre postérieure. Et là, on a fait une étude où la hyaloïde antérieure, vous voyez, elle est parfaitement respectée, alors qu'on a la tumeur qui se projette en avant de l'aura serrata, largement, que si vous faites une ophtalmoscopie, vous avez de la tumeur partout. Mais quand vous faites l'UBM, l'ultrasonographie biomicroscopique, vous voyez que la hyaloïde est parfaitement respectée. Et j'ai demandé à notre pathologue, Alexandre Moulin, de me faire des corrélations entre avant l'énucléation, donc c'est des énucléations primaires, je dis hyaloïde franchie, hyaloïde intacte. Et on a trouvé qu'on avait une remarquable spécificité et sensibilité, voilà, avec ces prédictions, et qui sont encore bien meilleures de nos jours, parce que cette étude a été faite avec l'UBM 35 MHz. Maintenant, vous savez qu'on a le 50 MHz, qui donne encore une sécurité infiniment plus grande. Alors ensuite, voilà, il fallait résoudre cette équation, en quelque sorte. Là, j'ai mis tous les facteurs de risque qui vont potentiellement induire une probabilité pour une cellule qui est dans l'œil pour sortir. Alors vous avez la taille des ouvertures, le nombre d'ouvertures, vous avez le gradient de pression, enfin voilà. Et en fait, en résolvant cette équation, on arrive avec cette technique que je vais juste vous présenter maintenant, où on fait une prévention passive et active, et qui consiste en cela. On crée d'abord une hypotonie transitoire en faisant une parasynthèse, en prélevant dans l'humeur aqueuse, qui n'a pas de cellule tumorale, parce qu'on sait qu'avec notre prédiction de la hyaloïde antérieure, on est OK, on est clean. Vous prélevez le volume que vous allez ensuite injecter par la pars plana, et quand vous retirez votre aiguille, cette aiguille est congelée, et le point de passage est congelé par la cryothérapie. Et s'il y a une cellule qui s'aventure et qui suit le mouvement, ben voilà, à moins 80 degrés, il n'y a pas de cellule qui survit à ça. Vous le faites 3 fois, comme pour une cryo typique, et ça permet de... Alors, je crois que ça devrait marcher. Donc, c'est bête comme chou, vous me direz, mais voilà, ça a permis de sécuriser le geste et d'entrer dans un œil. Et la bonne nouvelle, ça c'était dans les années 2008 quand j'ai commencé, et la bonne nouvelle, c'est qu'ensuite on a fait les études nécessaires, vous imaginez bien, pour prouver qu'il n'y avait pas de cas métastatique après une telle procédure. Et donc là, on entre dans la chambre, vous voyez qu'on va vider, il y a le liquide qui monte dans la seringue. Maintenant, on utilise des aiguilles encore plus fines que ça, j'ai des 34 gauges. Et une fois qu'on a le volume voulu, voilà, on va injecter, c'est en temps réel, et on injecte à 3 mm et demi, quel que soit l'âge pratiquement, il y a assez de pars plana pour le faire. Et vous verrez qu'il y a une chose qui est importante dans ce geste, c'est de visualiser votre aiguille. Alors, on entre là, hop, et on va regarder où on injecte. Vous verrez pourquoi c'est important après. Retenez ça. C'est très important de savoir où on injecte et comment est-ce qu'on observe un petit nuage, un cloud, quand on injecte. Ce qui veut dire qu'on est vraiment dans le vitré. Et au moment où on se retire, on va faire la cryo du point d'entrée.
Voilà. Et on fait 3 cryos et l'affaire est réglée. Voilà. Maintenant, les indications de la chimiothérapie intravitréenne, c'est bien entendu les SIDS, donc l'essaimage actif, qu'ils soient intravitréens ou rétrohyaloïdiens, comme vous voyez sur la coupe, sur l'image de droite. C'est aussi l'implantation des SIDS sur la papille. Vous remarquerez ici que cette papille est masquée de ce côté, vous voyez, parce que vous avez une SID qui repose sur elle. C'est vraiment, par gravité, elle s'est implantée exactement à cet endroit, qui est extrêmement dangereux, on est d'accord, puisqu'on est sur le nerf optique. Et vous remarquerez, je ne sais pas si c'est visible pour vous, mais que ici, on a une ligne de démarcation qui est visible, qui nous dit que la SID, elle est sur le nerf optique yes, mais elle ne l'infiltre pas. Et d'ailleurs, dans ce cas-là, on a simplement fait une chimiothérapie intravitréenne et le problème était réglé. Même chose si la SID s'implante sur la rétine. Donc ces SID, elles se baladent, mais par gravité, elles finissent par trouver, à un moment, elles touchent la rétine, elles sont toutes contentes de trouver plus de glucose et d'oxygène. Voilà. Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Je le fais aussi chaque fois que je fais une chirurgie intraoculaire, dans des cas sélectionnés, que ce soit une cataracte, je le fais en faisant d'abord une injection intravitréenne. Vous verrez pourquoi l'avant-dernière phrase, à quoi ça correspond. Et puis la dernière, c'est quand on fait de la curithérapie, l'œil est quand même passablement manipulé et on peut causer, être à l'origine nous-mêmes par nos gestes, d'un essaimage vitréen. Et donc là, on a la solution, c'est tout simple, on injecte et on règle le problème. Maintenant, juste un mot sur la toxicité. Le melphalan, qui est le médicament utilisé, a une toxicité rétinienne, qui peut être préoccupante, parce que vous voyez que si on arrive au stade, on va dire 4 et 5, alors on menace la vision. Et ça, il faut absolument l'éviter. Alors là, c'est juste un grade 1. Vous voyez, ici, on a juste une petite toxicité périphérique qui peut être plus étendue s'il y a plusieurs cadrans horaires touchés. Là, on a un stade 3 parce qu'on est derrière l'équateur, mais on ne touche pas la fovea. Et là, malheureusement, la fovea a été touchée, vous voyez, par la toxicité. Et là, c'est un cas dramatique parce qu'il y a eu une atrophie optique, une panrétinopathie, je veux dire, là, j'ai eu cet exemple par un collègue, et il y a eu une erreur de calcul de la dose par le pharmacien, et qu'il a donné 10 fois la dose, quoi. Bon, est-ce qu'on peut prévenir cette toxicité? La réponse est oui, on peut la prévenir. Il y a plusieurs choses qu'il faut... il faut absolument éviter une injection paravitréenne. Si l'aiguille arrive là, vous êtes derrière la hyaloïde, et vous voyez par exemple cette hyaloïde comme elle fait, je veux dire, si vous entrez là, c'est cuit, il n'y a plus de rétine. La concentration est telle dans ce volume-là, ce n'est pas du tout la concentration voulue et espérée. Alors ça c'est injection rétrohyalienne à éviter, et l'injection dans le canal de Cloquet, aussi là c'est le Tero Kivela qui m'a donné ce cas, où en fait il avait injecté pour cette tumeur, pour traiter cette tumeur, voilà, quoi qu'il en soit, il a injecté dans le canal de Cloquet et ça a détruit la tumeur. Oui, elle était morte, mais il n'y avait plus de macula non plus. Voilà, juste quelques cas emblématiques. Je vous avais montré ce cas au départ, et là c'est une régression totale, avec une dite régression type 3, donc ça répond à Madame Artani qui avait posé la question. Oui, on a un petit résidu tumoral, mais il est inerte, il est amorphe. Voilà un cas qui avait 2 clouds, un cloud sous la hyaloïde et un cloud dans le vitré. D'autres cas, voilà, d'autres cas. Bien sûr, les visions ont été obtenues après des traitements d'amblyopie intensif, ça fait partie intégrante du traitement de faire une
thérapie de l'ambliopie agressive. Si je résume la situation, nous avons les 2 premiers cas qui sont sensibles à l'intra-artérielle, les 2 suivants, que ce soit rétro-hyaloïdien, ça répond parfaitement bien, ou intravitréen, avec l'intravitréen. Et vous voyez que quand ça vient dans l'humeur aqueuse, quand on est dans l'humeur aqueuse, quand le jaune arrive c'est comme des compartiments d'un sous-marin, quand ça arrive là, eh ben, c'est cuit, quoi. C'est cuit parce que c'est résistant à tout. Et c'est résistant à tout, de nouveau, pour les mêmes raisons pharmacocinétiques. Et ça, c'est de nouveau Paula Szajkiewicz qui a fait la démonstration. C'est qu'on est encore moins bon avec la dose dans l'humeur aqueuse que dans le cas du vitré. Et il semble que ce problème d'invasion de l'humeur aqueuse soit une cause en augmentation pour les énucléations secondaires. On va voir ça. D'où l'idée, ok, alors si on n'arrive pas en mettant dans l'artère, dans la veine, dans le vitré, alors pourquoi pas le mettre directement dans la chambre? Et donc, ICC pour Intracameral Chemotherapy. Mais là, de nouveau, on a un problème qui est encore pire que tout à l'heure. D'accord? Parce que quand on a une invasion de la chambre antérieure, c'est le seul mode d'essaimage. Ce n'est pas le cas pour le sous-rétinien, l'intravitréen, le rétro-hyaloïdien, qui n'est jamais à risque métastatique. Mais quand ça vient dans la chambre antérieure, on a le problème. Il y a une cide qui vient dans l'angle, qui pousse dans l'angle, qui s'attache là, elle va faire une croissance d'abord épitrabéculaire, ensuite elle va envahir le trabéculum, et une fois qu'elle est dans le canal de Schlemm, eh bien, on a le problème métastatique qui est présent. Donc, un problème. Revenons juste sur les types d'essaimage dans l'humeur aqueuse. Il peut être primaire, voilà, on est nucléaire, c'est un groupe E, par définition. Il vient en cours de traitement, pas d'autre solution, on enlève l'œil. Ça résiste à tout. Il n'y a aucune modalité qui traite l'humeur aqueuse. Alors, il se trouve que si on prend le rétinoblastome à la présentation, la forme normale, c'est rare. C'est une chose rare, 1% des cas. Si on prend le diffus infiltratif, eh ben déjà on a plus de cas. Hein, c'est 65% des cas. Et pour l'antérieur diffus, c'est par définition, on est dans l'humeur aqueuse. 100% des cas. Prenons les secondaires. Les secondaires, je vous ai dit, apparemment liés au fait qu'on traite des cas plus avancés, et c'est une cause plus importante d'énucléation secondaire de nos jours. Et regardez, les chiffres semblent parler. Autant de la EBR, c'est l'External Beam Radiotherapy, quand on faisait de la radiothérapie, c'était rare. Quand on a passé à l'intraveineux, un petit peu plus fréquent, comme cause d'énucléation secondaire. Et vous voyez que dans la phase intra-artérielle, on a 2 papiers qui ont témoigné. C'était une cause importante pour l'indication, à ôter l'œil finalement. Maintenant, cet essaimage vitréen, il peut être soit spontané, soit iatrogène. Spontané, on va voir ça tout à l'heure, mais voilà, ça arrive, c'est la maladie qui progresse, elle finit par arriver, elle part de la rétine, et maintenant elle se trouve dans l'humeur aqueuse. On va d'ailleurs voir comment ça se fait qu'une cellule qui vient de la rétine se trouve dans l'humeur aqueuse. Et puis évidemment, vous avez les formes iatrogènes. Vous faites une vitrectomie par plana, vous faites une rupture de la hyaloïde antérieure, et vous avez de la cellule maintenant qui est dans l'humeur aqueuse. Même chose si vous faites un rexis postérieur dans une opération de la cataracte, vous avez une invasion de l'humeur aqueuse. Maintenant, ce qu'il faut bien se rendre compte, avant de passer à l'étape suivante, c'est que quand on voit ça, soit des cellules, soit des sphères, soit un petit nuage dans la chambre antérieure, un pseudo-hypopion, c'est l'équivalent du nuage dans l'humeur aqueuse, c'est juste le tip of the iceberg. Pourquoi? On va voir pourquoi. Et c'est
parce que c'est le tip of the iceberg qu'on a besoin d'un outillage très très particulier, spécifique, pour s'en sortir. Sinon, on ne s'en sort pas. Je vous le dis tout de suite, on ne s'en sort pas. Et là, en l'occurrence, on a pu adopter à Lausanne ce dispositif de Heidelberg, le Flex. Et puis, moi j'utilise l'Aviso. J'ai aucun intérêt dans ces histoires, mais l'Aviso, je trouve qu'il est excellent. Je ne sais pas si vous avez une expérience avec l'Aviso. C'est du 50 MHz, et vous verrez les images, elles sont vraiment très bonnes, de très bonne qualité. Et donc, l'OCT va être utilisé, et c'est la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir finalement dire, théoriquement, on devrait pouvoir dire, avec l'OCT du segment antérieur, si le chelem est atteint ou pas. Parce que le chelem, on le voit super bien sur l'OCT du segment antérieur. Super bien. Donc, si vous avez, ça c'est un œil normal. Si vous avez maintenant un œil atteint, voilà un œil atteint, je vous l'ai déjà montré celui-là, et bien ça c'est l'OCT. Voilà, l'OCT, le Schlem canal, il est bien noir, il n'est pas infiltré. Ici c'est une autre coupe, et vous voyez que vous avez ici des seeds qui sont attachés sur le trabéculum directement, mais c'est la même chose ici. Le Schlem est là, mais vous noterez avec moi, j'espère, que vous avez une ligne de démarcation qui montre bien que le trabéculum, théoriquement, n'est pas touché. Alors, est-ce que c'est vrai, vraiment? Et je vous donne le cas suivant, qui se présente de la même manière, et on a procédé de manière identique. Vous voyez, par exemple, on a fait une coupe ici, on fait des coupes par cadran horaire, mais je vous montre ces deux coupes. Celle-là, c'est celle-là, vous voyez des cellules qui sont sur l'iris. On voit que le trabéculum est recouvert, mais il y a une ligne de démarcation parfaitement identifiable avec le canal de Schlem libre de tumeur. Là, c'est une coupe à 4 heures, et vous voyez que, donc ici, c'est épitrabéculaire, et ici, c'est intratrabéculaire, c'est même dans le canal de Schlem. Et j'ai demandé, alors là, on n'a pas hésité, on a énucléé cet œil, et j'ai demandé de nouveau à Alexandre de faire la corrélation entre l'OCT, cette fois entre l'OCT, pas lui-même, mais l'OCT, et il a pu me faire une coupe exactement ici. Vous voyez, on a vraiment une corrélation excellente. Et on peut, à mon avis, se fier à l'OCT du segment antérieur. Maintenant, je viens à l'importance de l'UBM 50 MHz. On a besoin de cet outil pour traiter la chambre antérieure. Pourquoi? Ça permet, de savoir ce qui se passe dans la chambre postérieure, parce que comment c'est arrivé dans la chambre antérieure? Ça a bien dû passer par quelque part. Donc, un des passages, on va le voir, mais ce n'est pas le seul, un des passages, c'est la chambre postérieure, c'est un des plus fréquents. Et donc, il faut qu'on sache pourquoi c'est arrivé là et comment, et quelle est la quantité de cellules là, ne serait-ce que pour monitorer la réponse. Quand vous faites le traitement, il faut pouvoir montrer que ça régresse dans la chambre postérieure, sinon ça revient. Ensuite, ça va vous permettre aussi de savoir si le corps ciliaire lui-même est touché, parce que là, on parle d'une atteinte du segment antérieur, le corps ciliaire, l'iris lui-même d'ailleurs, peuvent être envahis, et il faut le savoir. Et enfin, l'UBM va vous donner des renseignements sur le mécanisme d'invasion. Quelle est la route suivie par la cellule qui est partie de la rétine et qui maintenant se trouve dans l'humeur aqueuse. Alors pour ça, je fais un tout petit rappel de la microanatomie du fundus extremicus. Pourquoi? Vous trouvez tout ça dans l'article que je vous ai cité tout au début. Ça, c'est une vue en face de l'extrême périphérie, et ça, c'est une coupe longitudinale. Alors, il y a juste quelques repères sur lesquels j'aimerais insister. Un, c'est l'insertion du verre ici, c'est la hyaloïde antérieure. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de variantes possibles de ces insertions. Mais en gros, on va dire, elle s'insère sur l'aura serrata et elle vient sur le ligament de Wigert au niveau de la cristalloïde postérieure. C'est le numéro 10. OK, numéro 10 là. Ensuite, vous avez une zone ici qui est la base du vitré. On sait tous cette base du vitré, mais ce qui est intéressant au niveau de la base du vitré, c'est qu'elle a la caractéristique, d'être fenestrée, elle n'a pas d'hyaloïde
parce qu'il y a une interruption de la hyaloïde entre ici, la base du vitré postérieure et antérieure. Donc vous voyez, le rouge qui est la limitante interne de la rétine est à nu au niveau de la base du vitré. Elle est non seulement à nu, mais en plus elle est fenestrée. Il y a des trous. C'est le seul endroit où elle est fenestrée. Ensuite, vous avez une autre, voilà, c'est ce que je disais, donc il n'y a pas de hyaloïde, elle est fenestrée. Ensuite, une autre chose intéressante, c'est que si vous prenez maintenant une dent de l'ora serrata, une dentelure, vous voyez ces dentelures qu'on voit au niveau de l'ora serrata, eh bien la rétine de ces dentelures, si vous faites une coupe à travers, c'est de la rétine à nu. Il n'y a pas de hyaloïde et il n'y a pas de limitante interne du tout. Ça, on va le retenir pour tout à l'heure. Et puis, juste question de nomenclature, ce qui est entre la zonule, le 17, c'est le canal de Hanover, et ce qui est le 18, ce qui est entre l'ora serrata et sur la pars plana, on regarde la pars plana, le liquide qui est là, c'est le canal de Petit. C'est juste pour se rappeler à quoi on a affaire. Alors, l'UBM du segment de la chambre postérieure, elle va être très utile parce qu'elle va nous dire où est la tumeur. Elle peut être dans on voit ici l'équateur du cristallin, et la tumeur est vraiment comprise entre les insertions zonulaires dans le canal de Hanover, mais elle peut aussi envahir le canal de Petit, vous voyez. Donc là, on a la hyaloïde, et on a en transverse ici, en longitudinal, des seeds, des petites boules qui bougent d'ailleurs, elles sont mobiles, mais quand elles confluent, elles finissent par créer un placard, vous voyez, qui est continu, et qui, vous pouvez l'imaginer, pourrait poser un problème de traitement, parce que comment mettre la chimio à cet endroit, hein? Ensuite, il y a une chose très très spéciale, c'est ce que j'appelle l'implantation interprocessillaire. Je m'explique. Vous voyez ici, on voit les processiliaires, voilà, et on a une sphère qui s'est mise exactement entre deux processiliaires. Vous me direz, and so what? Bah, c'est justement un gros problème. Parce que les cellules qui ont trouvé de s'implanter à cet endroit, elles ont trouvé une niche, un sanctuaire, qui leur permet de survivre même à une chimio à très très haute dose, simplement parce qu'elles sont lavées en permanence par la sécrétion d'humeur aqueuse, qui dilue tout médicament que vous pourriez mettre à cet endroit, et on n'arrive pas à s'en débarrasser, avec juste une chimio. La chimio est essentielle, mais elle ne suffit pas. Il faudra aussi mettre une plaque radioactive aux endroits où il y a ce type d'implantation interprocessillaire. Puis bon, vous pouvez en avoir derrière l'iris, vous voyez, qui s'attache derrière l'iris. Et puis vous avez enfin, l'UBM vous permet de savoir si finalement le corps ciliaire lui-même est sain, ou bien s'il est lui-même aussi envahi par la tumeur. Et là, vous avez différents exemples voilà. Maintenant, juste un mot sur le mécanisme de passage. Le mécanisme principal, c'est le mécanisme transhyaloïdien. Vous avez la cellule part de la rétine, elle part de la rétine, il n'y a plus de pile, voilà, elle passe dans le vitré, elles aiment bien s'attacher, ces cellules, pour grandir, elles s'attachent sur la hyaloïde et elle finit par passer dans le canal de Petit. Le deuxième mécanisme le plus fréquent, c'est le mécanisme transoral. Pour ça, il faut une tumeur qui est antérieure à l'extrême de la rétine, au niveau de l'ora serrata, okay, d'où le terme transoral. Elle pousse directement, elle arrive là, et elle essaime directement dessous dans le liquide du canal de Petit. Et puis vous avez d'autres formes plus rares. Vous avez la forme que j'appelle transciliaire, c'est-à-dire que vous avez une tumeur évidemment de rétinienne qui finit par envahir la choroïde, le corps ciliaire lui-même. Vous voyez une énorme tumeur ici, on la voit guignée ici. Elle infiltre d'ailleurs ici la chambre antérieure, on voit ça, ce blanc-là, c'est de la tumeur qui
à désinsérer l'iris. Et vous avez des cellules partout. On la voit ici qui a désinséré l'iris. Et elle essaime depuis le corps ciliaire dans la chambre postérieure directement ou dans la chambre antérieure si elle a désinséré l'iris. Ouais. Alors voilà un exemple de transciliaire où vous avez le cristallin qui était cataracté, la tumeur ciliaire, et vous voyez qu'elle a essaimé, on voit que tout ça c'est rempli de cellules qui viennent d'ici. Et puis évidemment, ça passe depuis là dans la chambre antérieure. Voilà. Ensuite, vous avez un mécanisme supraciliaire, c'est quand le corps ciliaire se décolle par une invasion de la tumeur supraciliaire. Vous voyez ici que le corps ciliaire il a été basculé par l'invasion. Voilà. Et puis le dernier, c'est celui-là, c'est le épiciliaire. C'est quand vous avez une tumeur qui est d'origine d'une dentelure de l'aura ou d'un îlot, parce qu'il y a des îlots ectopiques de rétine dans le corps ciliaire, et bien vous avez le diffus antérieur, parce que c'est une tumeur qui essaime directement. Il n'y a aucune résistance, il n'y a pas de limitante interne ni d'hyaloïde. Elle diffuse directement, elle essaime dans l'humeur aqueuse. Et puis vous avez la forme iatrogénique, etc. Alors voilà, on arrive à la technique elle-même qu'on a mise au point pour contourner tous ces problèmes de prise de risque pour l'enfant. C'est de nouveau de créer une hypotonie, mais cette fois ce n'est pas une hypotonie, c'est une athalamie. Pourquoi est-ce qu'on fait une athalamie? C'est qu'on va vider la chambre antérieure et la chambre postérieure, vous verrez sur la vidéo, pour ensuite la recréer avec, c'est un remplacement, si vous voulez, de l'humeur aqueuse par une solution de concentration connue. Si vous faites juste une parasynthèse et que vous injectez, ça dépend du volume de dilution et vous ne pouvez pas le calculer. Donc l'idée, c'est de faire de remplacer Et surtout, le truc principal, c'est de non seulement injecter dans la chambre antérieure, mais vous voyez ici, je perfore la racine de l'iris et mon aiguille, elle est là. D'accord? Elle est là. Donc j'injecte dans la chambre postérieure et la chambre antérieure se remplit par rétrofilling depuis derrière. Pourquoi? Ben, vous savez très bien ce qui va se passer. Si j'injecte seulement ici, l'iris ici, si j'injecte là, l'iris, il va se plaquer sur le cristallin et on fait un bloc irido-lenticulaire inverse et on a une sous-exposition du lieu où il faut absolument mettre de la chimio parce que ça vient depuis là. Donc voilà. Donc c'est une chimio, voilà, qui prévient ça. C'est un remplacement de l'humeur aqueuse avec une concentration connue du médicament. Sinon, vous ne savez pas ce que vous avez mis. Et puis, vous faites en plus une injection dans le vitré pour éviter la cross-contamination. Puis je vous ai dit, ça vient souvent du vitré, ça traverse la hyaloïde. Si ça passe dans un sens, ça peut passer dans l'autre sens. Ça peut récidiver. Alors, on se retrouve avec la tumeur dans le vitré après. Donc, on prévient cette cross-contamination. Et puis là, je crois que ça va marcher. Ouais. Ça, c'est juste la technique. Je vous rassure, il n'y a pas d'autre. Après, on arrive au bout. Donc, vous voyez, on a une aiguille de 34 gauges avec un très long passage en cornée claire. Donc, on ne touche pas de vaisseau. L'assistant déprime et vous allez voir ici apparaître des cellules qui viennent depuis derrière. Vous allez les voir apparaître au fur et à mesure que j'aspire. Vous voyez, ça commence à venir depuis derrière. Et puis, elle appuie aussi ici. Elle appuie ici. Ensuite, on change. On met la seringue avec le médicament. On recrée une petite chambre pour avoir une chance d'aller perforer la racine de l'iris. Vous allez voir, je vais maintenant perforer la racine de l'iris. La pupille va se déformer. Vous voyez, elle s'est un peu déformée. Et je suis maintenant dans le canal de Hanover. Et j'injecte, et vous allez voir que ça va amener plein de cellules qui viennent depuis derrière. Voilà. Qu'on désinsère de l'iris et du canal de petit. Et une fois qu'on a le bon volume injecté,
Voilà. On va retirer l'aiguille à travers le glaçon, de nouveau. Et on va finir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par l'injection dans le corps vitré. Voilà. Donc l'œil est encore un peu hypotone, là, parce que je n'ai pas injecté tout le volume que j'ai retiré. Et on fait l'injection dans le corps vitré. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, vous voyez, cette cryo qui a l'air massive, qui va jusqu'à l'endothélium, hein, le glaçon, il touche l'endothélium. Eh bien, ça ne fait aucun problème. J'ai même des cas de cell count, donc de comptage endothélial, ça ne touche pas, il est capable de supporter ça. Bon. Voilà, donc là, juste pour finir, on a juste publié il y a 5 ans nos cas, et on a pu montrer qu'on avait 71% de sauvegarde oculaire, mais c'est encore mieux maintenant, puisqu'on a porté ce pourcentage à 85% de sauvegarde oculaire, avec 4 ans de recul en moyenne, aucun enfant n'a fait de métastase. Vous voyez, ça c'est le Kaplan-Meier, 85%, donc on arrive à sauver ces yeux qui ont une maladie du segment antérieur. Ça c'est quelques cas emblématiques. Vous voyez ici une énorme CID, énorme. Un autre, on voit ici que la tumeur avait fait un envahissement transoral, elle avait passé par l'aura serrata pour arriver, ça c'est la hyaloïde, pour passer dans le canal de Petit, avant, après. Et ça c'est le cas le plus extrême que j'ai jamais soigné, un œil unique, avec une tumeur non seulement dans la chambre, mais dans l'iris et voilà. Donc il a une vision de 0,5. Il a maintenant 5 ans et demi, 6 ans de suivi, il n'a pas récidivé. Les indications de l'intracamérulaire, c'est évidemment tout ça, hein, seeding, iris. Donc, tant que c'est en surface de l'iris, avec une ligne de démarcation qui n'a pas d'envahissement, ça marche. Dans l'angle camérulaire, ça se nettoie. Dans le canal de Hanover, ça se nettoie. Dans le canal de Petit, ça se nettoie. Ici, avant, après. Dans le canal de Hanover, vous voyez ici, on voit ici dans le canal de Hanover, avant, après. Ça, c'est la fameuse implantation interprocessillaire. Vous voyez, on voit cette implantation, c'est comme une dentition pratiquement. Vous voyez, avant, après, avant, après. Et voilà, on arrive maintenant à la conclusion que quand on applique, ça c'était la courbe au départ, quand on applique maintenant ces techniques où on fait l'intra-artériel, on le combine avec l'intravitréen et avec l'intracamérulaire, on arrive à en fait 100% de succès dans les A, je ne parle pas des A parce que là j'ai mis les first line, donc les traitements de première intention, on ne traite pas une première intention A avec un intra-artériel, on arrive à 100% pour B, C, et pour les D, on arrive maintenant à presque 90%, c'est quand même vraiment incroyable, et on arrive même à sauver un certain nombre de E, en particulier ceux qui ont le problème de l'humeur aqueuse, voilà. Et puis, on peut aussi dire une chose, c'est que la qualité de vie n'est pas prétéritée, en tout cas beaucoup moins qu'à l'époque de l'intraveineux. Voilà, je prends le cas d'un cas unilatéral B. Il fallait jusqu'à 2 ans de traitement pour avoir un œil qui était sous contrôle complet. Alors que maintenant, en fait, on y arrive beaucoup plus vite. On a vraiment trouvé un raccourci pour sauver ces enfants. Ça améliore la qualité de la vie de l'enfant, mais aussi des familles impliquées. Donc, si je résume, on a vécu ces dernières années un changement de paradigme au niveau de la chimiothérapie, où on passe d'une chimiothérapie systémique à une chimiothérapie intra-artérielle et même segmentaire oculaire. C'est vraiment un changement de paradigme qui a permis de sauver des yeux plus gravement atteints, d'éradiquer totalement la radiothérapie externe. On n'irradie plus aucun enfant. On réduit la durée du traitement par moitié.
et on diminue la nécessité aussi de la chimiothérapie systémique. Maintenant, je finis avec 2 slides, c'est les perspectives. Et on en vient à ce qu'on a discuté grâce aux questions que vous avez posées. On avait déjà un tout petit peu défloré la chose avec les biopsies liquides. Les biopsies liquides, c'est quelque chose d'incroyable. C'est que ce soit dans le plasma ou dans l'humeur aqueuse, et maintenant on a le droit de faire des parasynthèses sur un œil rétinoblastome. Si on le fait en respectant la technique de sécurité qui a été décrite, on a le droit de le faire, et on peut aller analyser l'ADN qui se trouve dans cette humeur aqueuse ou dans le plasma. Et donc, surtout maintenant qu'on a ce papier dans Nature Communication il y a 2 ans, qui montre qu'on peut diviser les rétinoblastomes en 2 types, en gros, un type qui est bon, qui réagit bien, qui est peu agressif, subtype 1, et le subtype 2, qui est agressif, qui fait des résistances, qui fait des récidives, etc., et des métastases surtout. On sait les distinguer maintenant. Donc, en faisant les biopsies liquides, au diagnostic, on peut déjà classifier les enfants en subtype 1, subtype 2. Et ça va changer notre prise en charge. Ça va permettre notamment de faire un traitement plus personnalisé. Voilà, tout ça, ce que je vous ai raconté, c'est toute l'équipe de Lausanne qui l'a rendu possible. J'insiste beaucoup sur ce nom-là, parce que moi, je suis à la retraite maintenant. Je suis toujours actif, mais je suis en retrait. Je suis le consultant maintenant. Alors, c'est elle qui est au premier plan. Et vous pouvez retenir son nom. C'est une fille absolument brillante, Christina Satopoulos. Et ça, c'est toute l'équipe, l'oncopédiatre, les radiologues interventionnels, etc. Et toute l'équipe non médicale pour accueillir ces enfants à Lausanne et tout. Et je vous remercie pour votre attention.